Et je vais faire, selon mes vieilles habitudes, si possible, ce qu'on appelle la fermeture éclair, un homme, une femme. Simplement, mais peut-être que ma question est très très ponctuelle. J'ai été interpellé quand tout à l'heure, lors de la présentation par l'association Métropole Label, on disait que l'équipe qui était en train de travailler sur le couvent des Clarisses faisait peut-être pas un travail sérieux. Je caricature. Ça m'interpelle quand être rebondi parce que quand je recroise ça avec les démarches bruxelloises où le credo c'est la ville, l'appropriation de la ville d'abord, etc. Moi j'ai le sentiment que tous ces collectifs de jeunes architectes qui s'approprient des bâtiments, ils sont une solution pour le patrimoine. Bien évidemment, c'est pas une solution institutionnelle, mais je pense que c'est une manière de faire vivre des lieux et ils le font de manière très respectueuse. Ce sont quand même de vrais professionnels qui sont formés à ces attentions. Alors après, peut-être qu'il va y avoir un débat. Peut-être qu'il faut garder justement ce débat proprement sur les Clarisses pour en fin de soirée. Mais voilà, c'est cette question en fait de ces collectifs qui se saisissent d'un certain nombre de lieux pour les faire continuer à les faire vivre et ce qui s'appelle une programmation générative. Enfin, donc on peut aller en allant et ça permet aussi d'inclure dans cet élément de patrimoine des populations et des préoccupations qui sont présentes aux alentours dans l'ensemble de la ville. Je pense à la référence que tout le monde connaît peut-être un peu de l'hôtel Pasteur à Rennes, où à partir d'un bâtiment dont on ne savait pas que faire, petit à petit, en fait, un peu comme dans la mayonnaise, on a mis des éléments qui ont irradié l'ensemble de la ville alentour. N'hésitez pas à vous présenter, je passe pour Pierre. Bonjour, merci beaucoup pour les interventions. Je suis Marie-Pierre Sanson, historienne de l'architecture. Je suis très touchée par l'intervention de M. Pelmu. Merci beaucoup. Moi, ça fait plus de 20 ans que je connais l'histoire patrimoniale de l'UB. Je suis très admirative de son avant-gardisme de patrimonialisation du patrimoine 19e qu'on a tous regardé avec admiration dans les années passées, ça a été dit tout à l'heure, mais j'en témoigne dans les années 90. Et ville d'art et d'histoire, une des premières villes d'art et d'histoire valorisant le patrimoine 19e et le patrimoine industriel, avant le BEF, avant ce qui a été fait avant, mais c'est un autre patrimoine. Et alors maintenant, aussi ville d'art et d'histoire, et ZPPUP, maintenant SPR, et je ne comprends pas pourquoi, alors là peut-être les gens vont m'expliquer dans la salle, mais pourquoi le SPR et essentiellement les ZPPUP, avec son règlement, ne protège pas la ville maintenant, les destructions. Qu'est-ce qui se passe au niveau du SDAP, que disent les gens de l'État voilà, c'est assez effarant cette différence de situation d'il y a 20 ans et de l'état actuel. Mais alors, ce qui est assez fou, c'est que la patrimonialisation de la ville a avancé dans le côté touristique. On fait quand même des visites guidées de Roubaix en bus, ce qu'on n'avait pas imaginé il y a 25 ans. Donc il y a cette dichotomie qui est quand même assez incroyable. Et c'est pas parce que donc, il y a des protections réglementaires type national qui existent. Alors pour l'UNESCO, effectivement, ça fonctionne pour le bassin minier. Pourquoi ça ne fonctionne pas Si, pour le SPR qui a remplacé la ZPPLP, il faut savoir que toute une partie des réglementations, là, le quartier de l'Alba n'est pas couvert, une partie de Roubaix qui n'est pas couverte, et les quartiers nord. Et donc ça permet de déstructurer les îlots et d'avoir zéro projet, mais de démolir quand même. À Lyon, on devrait au moins conserver la trapèze. Enfin, là, on rentre dans du détail technique, mais effectivement, on est très loin. En fait, les outils ne sont pas protecteurs aujourd'hui tels qu'ils sont conçus. Mais je pense que des outils seuls ne suffisent pas. S'il n'y a pas une dynamique d'appropriation, est-ce que démontrerait bien là aussi? Qui veut prendre la parole? Blandine, présente-toi. Blandine Ménager, donc architecte de Villeneuve-d'Ascq, où là aussi il y a un problème de non-respect du patrimoine. La ville nouvelle a eu une histoire patrimoniale et il y a des gens qui ne
considère pas ce patrimoine comme un patrimoine, alors qu'il y a une vraie histoire. Moi, j'aurais trois domaines dans lesquels des pistes, parce qu'on parle de patrimoine, mais des pistes de là où on pourrait travailler, c'est le travail qui a été évoqué hein, dans tout le. C'est le travail en amont. C'est vraiment faire voir comment on peut travailler les choses en amont, voir comment on peut voir les choses économiquement, parce qu'il y a vraiment des discours complètement farfelus, comme quoi démolir ça coûte moins cher que de faire du neuf. Et donc là, il faut vraiment travailler là-dessus, parce que c'est quand même là-dessus, c'est les arguments qu'on nous impose. Et la troisième chose, c'est la compétence. C'est les compétences, c'est très facile de faire du neuf. On peut faire du neuf par des gens incompétents, alors qu'on ne peut pas réhabiliter par des gens incompétents. Et donc là, on a parlé de la compétence des citoyens, parce que il faut disons, stimuler les gens pour voir qu'il y a une histoire, etc. Mais il y a aussi de la compétence technique. Et je pense que c'est trois domaines sur lesquels il faut travailler, parce que c'est ça, c'est les arguments qu'on nous oppose par rapport à de la démolition. Donc, Philippe Balza, urbaniste. Je crois que j'ai visité Malma tout à l'heure. Pour tous ceux qui... Lors de la visite, j'ai pu comprendre qu'aucun projet urbain n'existait, que c'est un projet de démolition pure. En tout cas, on ne connaît pas. L'avenir est porté. Alors, je suis très surpris, puisque, comme beaucoup d'entre vous peut-être, j'ai travaillé avec l'ANRU, et c'est un des fondements de l'ANRU, qu'il y a un projet. Et que, ne serait-ce qu'à ce titre-là, je pense que ce qui est produit aujourd'hui est tout à fait attaquable. Je ne sais pas si juridiquement c'est attaquable, mais en tout cas, je suis très surpris que l'un des fondements, un des éléments fondateurs de l'ANRU ne soit pas respecté dans le projet tel qu'il existe aujourd'hui. Donc c'est peut-être un argument, je trouve qu'il est déjà connu et mis en avant, mais je suis vraiment très surpris qu'on puisse aller jusqu'à un projet de démolition si poussé, sans même que derrière il y ait des réflexions sur l'ensemble du quartier qui soit abouti, même présenté, parce que c'est un des éléments fondateurs du projet, pour avoir assisté à des séances de présentation de projet à l'ANRU, au niveau général à l'époque, le maire présente le projet. Et donc c'est sur ces bases-là que sont justifiés tout ce qui découle en matière de démolition, de la construction, de voirie, d'équipement. C'est vrai qu'on l'a mis en avant dans le courrier qu'on a envoyé, c'est-à-dire que l'ANRU ne respecte pas son propre règlement. Les articles sont très clairs, elle contrevient à, je ne sais pas, au moins 4-5 articles de son propre règlement, dont ce que tu dis. Et par là, Luc, je vais faire le tour, là c'est un peu loin. Et le problème, c'est que l'ANRU ne répond pas quand on lui écrit. Luc Ossoquet, journaliste et roubaisien. Est-ce qu'il n'y a pas aussi en question, mais c'est politiquement tellement incorrect de lire, un traitement social de la ville, quoi. On démolit X logements, on en reconstruit X moins beaucoup, et les habitants, où vont-ils? On les sera habités ailleurs. Et on fait traiter par l'abri de la démolition l'habitat, les gens qui sont compliqués, qui sont peut-être difficiles à vivre. Et sous cette étiquette en rue, on traite le social en disant allez chez le voisin, ce sera tellement plus facile. Et là, donc, peut-on dire ce sujet-là? Peut-on dire cela correctement? C'est politiquement incorrect de le dire, et leur rue est une belle vitrine. Je pense que tout le monde se pose cette question. C'est donc une femme, et après je retourne là. Donc moi, c'est plus pour témoigner de ce que nous faisons sur les quartiers de Lille, Bois-Blanc, Marais et Montacan. Et donc on retrouve bien sûr toutes les difficultés qui ont été évoquées. Donc je nous présente un petit peu rapidement sur le secteur où on est. Peut-être que vous connaissez Euratechnologie, mais donc c'est tout un secteur où il y a eu énormément d'usines qui ont disparu dans les années 80, donc énormément de foncier à bâtir, donc pour le BTP c'est effectivement une belle aubaine.
Et donc nous, ce qu'on pense, c'est que la densification qui a cours sur nos quartiers, c'est une hyper-densification, qu'on souhaite avoir une ville qui quand même intègre un peu plus de nature. On sait que c'est important d'avoir la nature, pas d'un côté puis la ville de l'autre côté, il faut que tout ça soit imbriqué. Et donc, le patrimoine industriel a disparu, il n'est plus là, mais nous on est encore là, on a de l'eau et on a effectivement quand même de la végétation qui a repoussé, mais nous aussi, et je vous rejoins, on travaille surtout sur les déjà là. C'est-à-dire qu'on a une population qui est déjà là, et effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on lui demande de partir. Donc, nous, on a une cité HLM qui n'est pas très grande, là, c'est 6 petites barres, c'est 350 logements, mais ça gêne. Mais ça gêne quand même. Donc, on voit ce qui se passe sur l'ANMA, c'est-à-dire pression sur les gens pour. On leur dit, de toute façon, on fait une réunion et on vous dit, vous partez. Donc c'est aussi peu concerté que ça. Donc voilà, moi je voulais un petit peu témoigner de ça, de notre lutte contre l'hyperdensification. Et on sait qu'on n'est pas les seuls aussi au niveau de la MEL. Il y a d'autres associations qui ont le même combat, donc on essaye de s'acoquiner, je dirais, avec d'autres luttes urbaines, donc tant pour des créations un peu massives de quartiers que sur des situations comme l'ANRU, puisque effectivement on a rencontré l'ANMA via l'APU du Vieux-Lille il y a à peu près 6 mois. Je rappelle que nous on a une année d'existence. On lutte pour être autour de la table. Et effectivement, pour l'instant, on n'a aucune réponse. Et donc, on veut être en amont dans les décisions. On a effectivement des compétences. Et donc, bon voilà, donc pour l'instant, on n'y arrive pas. Alors, ce qu'on a fait, on est une toute petite association. On est une cinquantaine d'adhérents, une quinzaine de personnes assez actives. On essaye de s'organiser par petits groupes pour s'économiser, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et donc, ma foi, par exemple, sur la cité des aviateurs à HLM, la manière de faire pression, c'est de montrer que les logements sont laissés dans un état innommable. Et donc là, quand on fait du raffut là-dessus, on commence à avoir la presse qui vient autour de nous, on commence à avoir... Je précise pendant que je fais le chemin que sur la ville de Roubaix, l'absence de projet apparent, c'est aussi peut-être à mettre en lien avec une étude universitaire, une recherche universitaire qui a été conduite sur les bilans des croissances, dont la restitution par le groupe d'universitaires a été faite d'ailleurs dans cette même salle, et que Roubaix a accepté d'être le terrain de cette recherche parce qu'il y a cette stratégie, peut-être non dite, non affichée, d'accepter une forme de décroissance urbaine. Et si l'absence de projet, c'est en fait des projets d'espace vert pour l'essentiel à l'allemand, je pense qu'on est finalement peut-être dans cette logique, dans cette filiation qui n'est pas dite. Merci. Bonsoir, Xavier Benoît. J'ai travaillé sur la Gare et je m'étais passionné sur les questions de participation et les questions patrimoniales. Je suis adhérent d'une association de sauvegarde du patrimoine mondial qui s'appelle PUOS. Et j'ai 3 remarques que je vous remercie d'organiser cette manifestation, qui c'est particulièrement enrichissant intellectuellement. Ma première remarque, c'est est-ce que la notion de patrimoine immatériel, que vous valorisez ici dans votre discours, elle a une sensibilité ou elle a un vécu local, institutionnel? La notion de patrimoine immatériel est reconnue mondialement depuis peu, ça fait à peine une dizaine d'années. Moi j'ai participé à la sauvegarde d'un espace de marché dans le Marais que tout le monde voulait reconstruire et on l'a sauvé parce que c'était le marché du 17e. Et ça me rappelle une autre question en dehors du patrimoine immatériel, c'est la question du 19e. À ICOMOS, on ne parle que du patrimoine historique. Le 19e n'existe pas. Il y a une autre association de sauvegarde du patrimoine qui s'appelle Docomondo qui travaille sur le 20e siècle. Qu'est-ce qu'il y a comme aveuglement ou cécité dans la culture française
pour dénaturer ou dégrader l'image du patrimoine architectural et urbain du 19e, alors que sur le plan de l'histoire de l'art, c'est complètement valorisé. Bon, je sais que sur le nord de l'Europe, c'est peut-être différent, mais c'est une question que je pose comme ça. Et la troisième, je travaille aussi sur le tissu de banlieue, le tissu de la banlieue parisienne, est un tissu du 19e, qui est absolument pas reconnu. C'est très difficile de sauvegarder du patrimoine pavillonnaire bien foutu en dehors des cités-jardins. Ma dernière question, qui s'adresse plutôt à Bruxelles, et merci de votre intervention, parce que ça donne un peu la pêche, c'est la question des mouvements européens. À la RO, vous devez être en contact avec pas mal de réseaux européens sur les questions de la ville habitée. Il y a eu en Allemagne, il y a une trentaine d'années, il y avait les Bürger Initiative, qui était un réseau extrêmement important et qui a pris le pouvoir dans pas mal de collectivités locales. Et j'ai l'impression qu'en France, on est très en retrait. Ici, vous l'êtes encore, heureusement. Il y a une renaissance minimum, et merci d'essayer de porter le drapeau de l'Almagar, parce que c'est pas facile. Mais c'est une question générale sur la société française, comme si elle était bloquée par rapport à l'institution, par rapport au 19e. Alors je ne parle pas du patrimoine immatériel, parce que personne ne comprend rien, parce que la région n'a même pas de sens. S'il n'y a pas de patrimoine bâti, ça n'existe pas. Donc c'est un refus de la mémoire du vécu des habitants. C'est un côté dramatique. Alors la cécité de l'ANRU est évidente, mais son inculture est aussi évidente. C'est un peu ma conclusion. Merci. Est-ce que tu peux passer à ton voisin, Jean-Charles? Vous m'excuserez, je ne suis pas une femme, mais je vais quand même prendre la parole. Jean-Charles Huet, architecte et roubaisien. Je voulais remercier l'intervention de la directrice de l'ARO, parce que c'était vraiment plus que dynamique, et je pense que vous avez une stratégie, des méthodes, d'outils pour analyser, pour faire avancer les choses, mais vous en avez déjà une principale qui est le dynamisme, et je pense que ça ferait du bien à beaucoup de monde d'aller vous côtoyer un petit peu. Moi, je m'interroge une chose par rapport à Bruxelles, parce que vous êtes dans une ville qui est l'inverse de Roubaix. Elle est tellement riche dans les projets immobiliers, alors qu'à Roubaix, on est plutôt dans la pauvreté. Donc, d'arriver quand même à avancer et à lutter contre ça, c'est quand même assez remarquable. Et puis, il y a quelque chose qui m'intrigue sur Bruxelles aujourd'hui. Il y a des groupes de jeunes collectifs qui se créent. Alors, est-ce que c'est justement l'opposition à ce monde des affaires autour de l'Union européenne, avec le groupe Rotor, par exemple, et puis des agences d'architecture comme Ouest ou comme Agua? Est-ce que ces gens sont en fait découlent de l'ARO? Parce que c'est quand même assez surprenant, ils ont une vision et une interprétation des choses qui est assez unique. Éric Nouveau, donc je suis habitant du quartier d'Almagar. Dans ma carrière professionnelle, j'ai travaillé pendant près de 40 ans dans l'éducation populaire et dans le social. Et c'est avec l'éclairage de ces deux expériences que j'interviens. Tout d'abord, je pense que j'ai apprécié fortement qu'on parle de patrimoine immatériel. Roubaix est une ville qui a tous les éléments pour exploser. C'est une ville extrêmement pauvre, mais aussi avec des quartiers extrêmement riches juste à côté. 250 familles payaient l'impôt sur la fortune quand il existait encore. Et pourtant, cette ville n'explose pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une richesse associative, il y a une solidarité dans cette ville, il y a une culture roubaisienne, il y a un patrimoine immatériel roubaisien, il y a une culture qui fait que cette ville vit malgré toutes les difficultés. Et cette culture, elle est faite des richesses de cette ville d'immigration, de cette ville qui s'est construite d'abord avec les Belges, ensuite avec les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Maghrébins, l'Afrique noire, l'Asie du Sud-Est. Et tout ça, ça fait finalement une ville extrêmement riche d'un patrimoine humain riche. Et ça, c'est un premier point de vue. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'à l'ALMA, c'est aussi ce qu'on défend, finalement, aussi cette chose-là, très importante. Et il y a un deuxième aspect. Quand on parle d'urbanisme, moi je suis effaré parce qu'on fait du
grand n'importe quoi à l'échelle de la métropole européenne de Lille. On est dans une stratégie de métropolisation même à l'échelle de l'Europe. Sauf que la métropole se développe, essentiellement d'ailleurs on crée des emplois hautement qualifiés, et appauvrit l'ensemble de la région qui l'entoure. Avec une problématique d'engorgement métropolitain, des autoroutes bloquées le matin, le soir, des trains bondés le matin, le soir. Et à chaque fois, on se pose la question de faire une voie d'autoroute en plus, de faire une voie de train en plus, sans se poser la question d'un équilibre de développement régional beaucoup plus harmonieux. Et au sein de la métropole, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on développe des pôles de richesse, des pôles économiques importants et des pôles de pauvreté. Et tous les emplois qui se créent, par exemple, à Roubaix, il y a un gros taux de chômage. Mais à Roubaix, on a plus d'emplois à Roubaix que de population active à Roubaix. Parce qu'en fait, les gens viennent travailler à Roubaix et repartent le soir, en majorité. Et tout ça, c'est des choses qui ne sont pas réfléchies en termes de... ou plutôt réfléchies, mais il y a quand même un énorme problème de vie dans la ville et de logique. Parce que finalement, les logiques de rénovation urbaine sont les mêmes un peu partout. On l'a vu dans le Vieux-Lille, qui était le quartier le plus pauvre de Lille, qui est devenu le quartier le plus bourgeois. On l'a vu à Oisem, on le voit à Fives, et finalement, on se demande s'il n'y a pas ces projets-là, si c'est pas aussi ça à l'Épeu, si c'est pas aussi ça au Pile qu'il y a derrière. Comme ça se fait aussi sur certains quartiers de Tourcoing, et à chaque fois, il y a quelque chose qui n'est pas pensé. Que deviennent les populations qu'on déporte? Et j'emploie ce mot-là volontairement. C'est des populations populaires de quartiers qui sont déportées de leur quartier. On ne se pose pas la question de ce qu'ils deviennent pour installer d'autres populations. Merci. Je voulais juste réagir sur certaines des interventions qui étaient des formes de questions, si j'ai bien compris. Auparavant, je voudrais revenir sur la question, effectivement, de la ville en décroissance. Je pense qu'il y a, soyons gentils, il y a une erreur d'interprétation par la municipalité de ce concept total. La ville de Roubaix n'est pas une ville en décroissance, ni démographique, ni réellement économique, si un peu économique, mais comme l'a souligné le dernier intervenant, il y a encore beaucoup plus d'emplois à Roubaix qu'il y a de population active. Donc c'est pas la question n'est pas là. Elle n'est pas en perte de population non plus, contrairement à... Alors, elle a eu une légère baisse de population il y a une vingtaine d'années, et elle a regagné depuis sa population. Elle n'est pas en croissance, officiellement, la population est à peu près constante. Population officielle. Je parle bien de chiffres officiels, parce que chacun sait que la population réelle de Roubaix est nettement supérieure à la population recensée. C'est aussi un problème de surpopulation des logements, parce qu'il y a une tradition ouvrière, une tradition d'immigration, etc., qui fait qu'il y a une tradition d'accueil extrêmement importante dans la ville de Roubaix, familiale d'abord, mais aussi plus large que familiale. Donc l'interprétation de la ville de Roubaix comme ville en décroissance est au mieux une erreur, au pire un prétexte. J'aurais tendance à pencher pour le prétexte, mais je vais me réserver là-dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'erreur d'interprétation sur la densité de cette ville. La municipalité prétend vouloir dédensifier. Mais dédensifier pour faire quoi? Du vide. Du vide. Elle est incapable de créer des espaces publics. On revient à Barreau, tout ce qu'elle arrive à créer, c'est des espaces vides, non gérés, qui n'ont pas de statut, qui n'ont pas de fonction. Et quand elle a un espace public cohérent, magnifique, un des plus beaux de France, c'est la Grand Place, elle arrive à le transformer en parking. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Ça, je pense que c'est des réalités. Donc il y a une absence complète de compréhension de ce que c'est qu'un espace public dans cette ville. Je parle même pas d'entretien, de
adoptées, je ne parle pas de plantations. On commence enfin à avoir quelques plantations. La politique générale de cette ville depuis des années, ça a été l'imperméabilisation des sols. Invraisemblable. Enfin, ça fait quand même des années qu'on sait tous ici qu'il faut désimperméabiliser la ville. Ben non, on a continué d'imperméabiliser. Un exemple qu'on vous montrera peut-être pour ceux qui veulent, c'est la place du Trichon. Je vous conseille la place du Trichon. C'est l'exemple type de la chose à ne pas faire dans l'aménagement urbain. Tout le monde est d'accord, je pense que même la municipalité ose plus le dire. Bon. Plus pratiquement, Jean-Pierre, sur le principe du réinvestissement de bâtiments par des collectifs de gens architectes, c'est pas la question. On n'est absolument pas contre. On a parlé d'un cas particulier et d'un rapport, à notre avis, pas pertinent entre l'équipe en question et le bâtiment qu'ils occupent. C'est tout. C'est pas du tout une pétition de principe, c'est juste le constat d'un manque de compréhension par les gens en place par rapport aux bâtiments. Ah, je me tiens, tu peux douter, je me tiens pour en avoir discuté plusieurs fois avec eux. Controverse au chaud. Voilà, on garde la controverse. C'était garde de fil, pardon, ça Ce qu'il faut démontrer. Oui. Pour une conversation. Pour une conversation privée. Oui, alors, les services de l'État, écoutez, les services de l'État ne répondent pas. On écrit sans arrêt, on a écrit de façon récurrente à la DRAC, etc. Aucune réponse. Et je dis aucune réponse, même pas d'accusé de réception. On a fini par envoyer nos mails avec une demande d'accusé de réception. Nous avons l'accusé de réception, donc on est sûr qu'ils ont été lus. Mais aucune réponse, même pas pour dire merci de votre envoi, nous allons lire attentivement, ou quoi que ce soit de dilatoire, rien. La ville, elle, ne répond pas. Ne répond absolument pas. Toutes les demandes de rendez-vous, qui ont été d'abord très polies et très gentilles auprès des élus, et puis de plus en plus énervés en restant très très corrects, jusqu'aux lettres ouvertes, etc., restent sans réponse. Le recours gracieux que nous avons posé par rapport au permis de venir de l'ANUMA, la seule réponse qui a été faite, c'est non recevable, votre association a été créée il y a moins d'1 an. Voilà la seule réponse qu'on ait quand on pose un recours gracieux sur la diminution de l'ANUMA. Je vais arrêter là parce que je vais être long, mais il y avait d'autres. Non, c'est juste qu'il y a d'autres demandes de prise de parole. Et quelqu'un peut me dire l'heure. Ça marche. 5. Alors, 5. Dans l'ordre. Il y avait Pascal. Pardon? J'ai noté toutes les questions, mais c'est vrai que je pense à une liste à faire 2 heures. Je vais dire qui avait réclamé la parole. Donc il y a Pascal Poupineau, il y avait Béatrice, Dominique, voilà. Alors, voilà, Nassim. Donc voilà, on va retenir ces prises de parole. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on laisse le Marion faire un intermédiaire? Parce que sinon, c'est vrai que la liste va s'allonger comme un longe sans pain. Ça va être dur. Moi, j'ai le micro. Ah, ok. Donc, je vais essayer de réagir un maximum, mais j'avais encore envie de dire beaucoup de choses. D'abord, je signale que moi, l'année passée, je l'avais dit à Myriam, je suis tombée sur ce livre, sur donc intitulé Lutte urbaine, architecture, Roubaix, Almagar, et puis tout de suite, j'ai pris, je vois Lutte urbaine, je prends, et je dis, oh, quel combat fantastique, quelle documentation, quel projet exemplaire en termes de participation, tout ça. Et c'est pour ça que quand j'ai eu l'invitation, je me suis dit, bon, bah, évidemment, je viens, je veux voir, et bon, je suis un peu dépitée de voir ce qu'on en fait aujourd'hui, mais ça me fait rebondir sur toute votre discussion que vous avez là sur comment mobiliser le patrimoine immatériel. Bon, ce n'est que ma vision, mais je crois qu'il ne faut vraiment pas se tromper de combat, qu'il y a plusieurs combats. Il y a la défense du patrimoine qui est importante avec un effort de sensibilisation, de documentation, aussi de sensibilisation des politiques, parce qu'apparemment ils doivent être formés sur l'histoire des lieux qu'ils gèrent. Mais je dis combat politique parce que ce qui est fondamental ici, c'est pas tant d'avoir un classement de patrimoine immatériel, mais c'est vraiment d'avoir accès aux informations, d'avoir un débat public que vous n'avez pas eu, qui est fondamental. C'est pas normal ce qui se passe. C'est pas normal que pour tout un quartier comme ça, il y ait un projet de démolition et de déplacement, pour pas dire déportation de personnes, il n'y ait pas de débat public. Tout ça ne doit pas rester secret. Donc c'est là que j'ai dit que le combat, il doit pas être patrimonial, mais il doit être vraiment politique.
Il faut un accès aux informations et il faut que les décisions et les motivations des décisions soient rendues publiques. Peu importe que ce soit via un débat autour d'alternatives, de contre-projets, j'entends qu'il y a peut-être un contre-projet qui se dessine, demander une table ronde politique, un combat, une présentation publique, faites jouer l'opposition politique. L'ARO a toujours joué sur ce plan-là et a privilégié, et encore récemment j'ai eu une discussion avec l'un des fondateurs qui a 88 ans, mais tout ce que je peux prendre de lui, je le prends pour comprendre ce qui a marché. Dans les premières années, ils ont eu beaucoup de discussions en huis clos comme ça avec les bourgmestres, les échevins, les hommes qui ont le pouvoir. Et puis ils se sont rendus compte que c'était pas ça qui était opérant, parce que souvent il n'y avait pas de compte rendu, c'était pas transparent, il n'y avait pas de... Et par contre, quand il y avait eu un article dans la presse contre quelque chose et qu'on dénonçait des choses, alors là ils réagissaient. Ils disaient mais pourquoi vous n'êtes pas venus? En fait c'est pas ça qui fonctionne, et donc il faut privilégier la voie publique. Bon, ça c'est juste l'expérience de l'ARO de 54 années de lutte urbaine qui le dit, mais peut-être que ça peut fonctionner mieux autrement ici. Demander un débat public le plus vite possible. Sur les questions plus spécifiques, enfin plus précises, d'abord évidemment oui, à Bruxelles, quand on est à Bruxelles, il y a un réseau international européen qui est assez présent, on a beaucoup de contacts avec Europa Nostra par exemple, on les mobilise aussi de temps en temps, et puis il y a un terreau qui est très cosmopolite, donc ça permet beaucoup de choses, et nous-mêmes on fait beaucoup de voyages d'études à l'étranger, et puis il y a beaucoup de langues qui se parlent, les personnes switchent d'une langue à l'autre tout le temps, enfin peut-être que c'est un peu le cas aussi ici, je sais pas. Mais donc ça facilite peut-être l'ouverture et le partage de best practice. Mais on n'a pas tellement de contact si important avec les expatriés qui restent dans un vécu de la ville très expatrié. Tout ça, et on essaye de décloisonner, mais on travaille plus avec les habitants qui ne sont pas les expatriés. Par rapport toute la question de la métropolisation, elle est très intéressante parce que là, il y a eu un égarement, je pense, dans les objectifs de cette métropolisation. Quand je vous citais quelques livres actuels de Guillaume Faburel, mais il y en a d'autres qui pointent la ville. En fait, ce qui pointe, ce ne sont pas les dégâts de la ville, et je pense qu'il ne critique pas la ville en tant que telle, mais le phénomène de métropolisation et de financiarisation et tout ce qui accompagne la tertiarisation des villes, et c'est ça le problème. À Bruxelles, c'est pareil, il y a beaucoup de nafteurs, 500 000 qui entrent pour travailler tous les jours, et c'est pour ça que nous, on fait aussi un énorme travail pour baisser la pression automobile, mais qui est quand même déjà bien plus basse, je crois, qu'ici, parce qu'il y a beaucoup de... J'étais quand même frappée par les voitures et le peu de place aux pistes cyclables, etc. Mais bon, ça c'est sur l'espace public. Enfin, elles sont un peu faites bizarrement. On ne sait pas si c'est trop trottoirs, si c'est des pistes cyclables. Nous, on a un peu plus côté flamand et néerlandais, c'est déjà un peu plus penser autrement. Mais tout ça pour dire qu'il faut toujours affiner cette pensée urbaine et cette philosophie de défense de la ville en n'ayant pas peur de défendre la ville, mais pas en défendant la métropolisation. L'idée, c'est pas de densifier pour densifier, c'est de faire avec la ville déjà là, c'est un patrimoine énergétique exceptionnel, et donc il faut bâtir la politique urbaine là-dessus. Et je trouvais ça intéressant de parler aussi du déjà là, en disant déjà là, c'est d'abord les habitants, et on en revient au début de ma remarque sur la participation. On a eu un colloque l'année passée organisé par les administrations sur la fabrique du déjà là, où justement les collectifs de Rennes sont venus. Alors sur la question des occupations temporaires, il y en a aussi beaucoup à Bruxelles. Nous, on a toujours été partagés, parce qu'il ne faut pas non plus... c'est très très bien que les lieux soient exploités, et c'est toujours mieux qu'ils vivent plutôt qu'ils soient vides, ça on est tout à fait d'accord. Mais il ne faut pas que ce soit ce qui accompagne un désinvestissement public non plus. Et souvent, il y a beaucoup d'expériences où finalement ça arrange bien les autorités, il y a un laisser-faire, et ça peut potentiellement dégrader les bâtiments, et c'est pas... Et ce qui est fondamental, c'est d'avoir un débat en amont,
sur la programmation d'un projet, mais à partir du moment où on est dans une succession d'occupations temporaires, c'est dur de se dire c'est en amont de quoi, on le met où le débat. Nous, on plaide à l'ARO pour qu'avant le permis d'urbanisme ou le permis de construire, on remette à l'honneur un outil qui existe déjà chez nous, qui est le certificat d'urbanisme, qui permet de mettre à l'enquête publique les grandes lignes de programmation d'un projet, les fonctions, les formes urbaines, mais sans être trop dans le détail architectural. Et c'est à ce moment-là qu'il faut... Nous, on le fait pas. Ah oui, là. Mais c'est un outil qui est facile, qui peut être mis en place et qui permet le débat en amont. Par contre, sur le débat en amont, de nouveau, alors ça c'est une position de l'ARO, mais d'autres associations travaillent autrement et beaucoup plus dans la co-construction. D'ailleurs, ceux qui sont de culture flamande sont un peu plus dans des dynamiques de co-construction et dans d'autres méthodologies de projet. Mais nous, on va toujours critiquer la co-construction quand elle est trop instituée, parce que quand on est dans un projet, après, les politiques s'en servent pour le légitimer et on n'a plus la distance critique qui permet d'agir ou d'aller en recours contre un projet. Aussi des recours. Donc, de nouveau, le plus important, c'est un débat public sur des grandes lignes de programmation en faisant jouer des scénarios différents d'habitants, des alternatives, mais pas, peut-être pas d'être les auteurs de projets. Ça, voilà, et je dis ça, et en même temps, quand je dis ça, je me rends compte qu'il y a quand même des choses très intéressantes qui ont été faites dans une méthodologie de co-construction. Qui n'a pas été pérennisé. Mais... voilà pour quelques premières réponses, j'en ai d'autres. Mais oui, merci beaucoup. Donc Pascal Moulineau, urbanisme, j'ai commencé ma vie professionnelle chez un grand monsieur spécialisé dans les secteurs sauvegardés et la protection du patrimoine, qui était Alexandre Mélicinos. Et tous les débats qu'on a eus, je les ai eus également avec Alexandre Mélicinos. Donc, sur le patrimoine du 19e, il siégeait aussi à la Commission nationale des secteurs sauvegardés. Il a peut-être même été président, non, ça devait être un parlementaire. Mais le patrimoine du 19e siècle peut être protégé, et la réflexion sur la protection du patrimoine du 20e siècle, elle est entamée effectivement plutôt avec les cités-jardins pour l'instant, mais il faut la poursuivre et la développer. On est maintenant au 21e siècle, donc et on a encore plus de capacité à démolir qu'on avait autrefois, donc il faut continuer à la fois à faire ces inventaires du patrimoine du 21e siècle, du 20e siècle. On n'est pas encore peut-être à la notion de patrimoine du 21e siècle, quoique ça peut venir assez vite, mais au moins le patrimoine du 20e siècle. Et moi je pensais effectivement, avant de visiter l'Almagar ce soir et de voir les photos qui ont été projetées, qu'on avait les outils pour protéger ce patrimoine. Alors ce qu'on n'a pas comme outil, c'est d'obliger à faire des travaux et à faire des travaux de qualité, mais quand même on ne peut pas, sur un patrimoine, dans une ZPPAUP, dans un secteur sauvegardé ou maintenant dans un SPR, pour moi on a quand même les moyens de ne pas démolir, on n'a pas les moyens d'obliger à faire les travaux, mais on a quand même les moyens de ne pas démolir. Donc voilà. Et je suis assez d'accord, peut-être que c'est... Alors, d'une part, j'ai quand même vérifié, mais donc, puisque localement, il n'y a pas de réponse, ni même au niveau de l'ANRU, c'est peut-être du côté de la Commission nationale. Alors, j'ai vu qu'elle avait changé de nom, je vais vous redonner... je vais vous redonner son nom, Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, et c'est Albéric de Montgolfier, qui est sénateur, et qui est président de cette commission. C'est peut-être voilà, bon, une piste, une idée supplémentaire. Effectivement, je trouve intéressante l'idée de développer, et je pense qu'à Roubaix, c'est tout à fait valable, la notion de patrimoine immatériel, et d'aller voir l'UNESCO pour passer au-delà des blocages locaux. Enfin, voilà. Donc je vous souhaite beaucoup de courage, tenez bon, et allez-y, pour que ce soit les habitants ou les professionnels, mais il y a plein de choses à faire, et donc on vous soutient fortement.
je suis roubaisien, je suis pas urbaniste. Alors d'abord, je voulais remercier les organisateurs de la soirée d'avoir invité une représentante de la Roue, parce que vraiment c'est vraiment enthousiasmant de vous entendre, défendre le droit à la ville, défendre le caractère politique de tout cela. Et vous êtes la bienvenue à Roubaix, qui est une ville quand même pas mal belge. Il faut rappeler qu'en 1900... On va revenir en équipe, je suis sûr. Il faut savoir qu'en 1900, je crois que Roubaix était la 3e ville belge. Mais peu importe, bon, on va pas... non, ce que je voudrais dire, c'est que je soutiens totalement la mobilisation du collectif des habitants de Valogna qui défendent, mais au-delà de ça, je milite dans une association qui s'adresse à des Roubaisiens extrêmement modestes. Et la question qui crève les yeux, c'est la question du logement. Dans cette ville, officiellement, il y a 7000 demandes de logement en attente à la mairie. Et c'est le chiffre officiel. Après, il y a toutes les marchands de sommeil, etc. Donc c'est vraiment une urgence. Et aujourd'hui, il faisait 38 degrés en Espagne, hein, on est le 27 avril. Donc je sors d'ici, et j'espère faire partager cette conviction, c'est vraiment, il faut qu'on soit tous vent debout pour interdire toute démolition. Enfin, qu'est-ce qu'on va attendre pour que cette idée, je pénètre les têtes? Enfin, voilà. Alors après, par rapport à l'Épeu, bon, moi je suis effectivement accablé par l'incurie, enfin l'inculture de la municipalité en place. Hein. Leur projet, je connais bien l'Épeu et j'y suis attaché, parce que c'est urbain l'Épeu. Et il y a déjà eu de la rénovation urbaine dans ce quartier, et ça a été une rénovation urbaine réussie, avec des bâtiments qui reprennent les anciennes formes, etc., les gabarits, et à la limite, ça passe inaperçu, si vous voulez. Et le quartier, malgré une rénovation urbaine, a gardé son unité historique, etc., et c'est extrêmement intéressant. Là, ceux qui sont manettes actuellement, avec leur projet en rue, ils veulent raser, enfin, c'est vraiment complètement débile. Et alors en plus, cerise sur le gâteau, c'est supprimer les courets qui sont notre patrimoine, qui ont été réhabilités, qui avaient été éclairés il y a moins de 30 ans par la municipalité, avec des lampadaires, une certaine qualité esthétique. Alors là, la dernière trouvaille de l'adjoint, on va couper le courant. Hein. Si vous voulez vous éclairer vous-même. Vous voyez le niveau de réflexion des élus. Enfin, cela étant, bon, je pense que ce qu'il faut, c'est effectivement mobiliser, tout partira du terrain, à ceux qui s'étonnent de la cécité et de la surdité du pouvoir. Si le pouvoir actuel était à l'écoute du peuple, ça se saurait. Alors, il me reste 3 demandes de prise de parole et je propose qu'après on conclue si vous êtes d'accord. Donc il y a 2 personnes ici et 2 Ah, et toi alors, c'est 4. Bon, bah, vas-y, je donne. C'est bon, 2 et 2, c'est parfait. Ok, rapidement, moi j'ai la chance d'avoir une casquette et une autre casquette dans 2 mondes différents. Je suis architecte roubaisien et je conseille aussi le député local sur ces questions, ce qui me permet d'avoir un œil avec un certain regard sur les actions politiques qui sont en place et notamment les réponses fournies par les institutions. Par rapport spécifiquement au cas de l'ALMA, je suis assez effaré de voir quel est le traitement qui est alloué à ce dossier par la mairie, la réponse aussi de l'État, la réponse aussi du préfet, la réponse aussi de l'AMEL, notamment vis-à-vis d'une intervention récente. Je suis catastrophé à absolument toutes les échelles. Je découvre aujourd'hui, j'avais découvert il y a 2 semaines que suite au recours gracieux qui a été formulé par Florian, le recours a été refusé parce que... Parce qu'on n'a pas fait de recommandé, on l'a ramené directement en mairie et on t'a posé... Pas de recommandé. Là, je découvre avec effroi que Métropole Label
qui est constitué quand même d'experts dans le domaine, reconnus, a eu pour réponse donc l'association a été créée il y a moins d'1 an. Moi, je trouve tout ça hallucinant et je trouve ça totalement méprisant de bout en bout. Alors, je me pose la question, est-ce qu'il n'y aurait pas la formulation d'un outil à proposer venant de nos corporations, je dirais d'urbanistes, d'architectes, à destination du pouvoir public, pour pouvoir créer un bouton rouge, stop, qui pourrait associer à la fois les professionnels du secteur, ou les associations constituées de professionnels du secteur, et les habitants constitués en un quorum et représentés aussi par des associations. Je ne sais pas, je soumets ça parce que je suis assez écœuré. Voilà. Alors, bonjour, je vais faire écho vraiment à ce que vous dites à l'instant, parce que justement, j'allais dire, nous sommes plusieurs associations qui ont plus d'un an d'existence présentes dans cette salle, et donc nous pouvons déposer un recours. On peut le décider ce soir. Alors, c'est terminé pour le recours gracieux. Vous pouvez déposer un recours contentieux. Il faut faire des recours contentieux. Absolument. Oui, on a entendu, Philippe nous a dit que l'ANRU ne respectait pas ses propres règles. Donc, il y a des recours à adresser simultanément, à mon avis, auprès de plusieurs institutions. Il y a l'ANRU, d'abord, en tant que tel. Aujourd'hui, ce qui est en cours, c'est un permis de démolir. Le permis de démolir, il est délivré par la ville à la demande de l'île Métropole Habitat, c'est-à-dire le bailleur social. Donc ça, c'est là-dessus que aujourd'hui ont été faits les recours gracieux. Non, mais je soit simultané auprès de plusieurs institutions pour faire un peu de bruit. Non, mais un recours contentieux, c'est juridiquement, c'est cadré. C'est très cadré juridiquement. Et là, c'est une erreur de du temps. Et là aussi, et on est un peu en retard. Non mais Dominique, ils sont sur la forme, mais c'est la règle en droit, c'est à qui va trouver le petit truc pour répondre sur la forme et non sur le... Dominique, si je peux... Mais sinon, oui. Par contre, à ce jour, il n'y a pas de permis de démolir concernant les opérations de FFF. Donc alors, probablement le permis est déposé, mais il n'est pas accordé, il n'est pas affiché en tout cas. Quand il le sera, vous pouvez faire un recours gracieux. Nous le ferons évidemment, nous, à nouveau. Et là, on aura plus d'1 an d'existence, donc ils trouveront autre chose, hein, rassurez-vous. Par contre, pour la partie LMH, c'est-à-dire la partie OSIA, il n'y a plus que de recours contentieux. On peut être plusieurs associations, c'est bien dire, à déposer des choses, moi je représente ici. Donc, à être vigilant pour les prochains permis de déposer aussi avec les études. Je vous signale qu'on travaille actuellement sur le dossier de la cité de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry, qui est menacée aussi de démolition, et qui vient d'obtenir un jugement du tribunal disant que la modification du plus qu'avait fait la mairie pour permettre cette démolition était illégale. Donc ça peut avancer. Alors, il reste la cible, et puis après, et je pense qu'on aura fait... De toute façon, tu vas... Ah oui, avant. Un homme, une femme, tu as dit. Chabata. Tu vas conclure. C'est de ma faute, hein, j'ai dit ça au départ. Je vois pas. Béatrice Auxon, engagée à plusieurs titres. J'avais eu l'occasion de parler avec Jean-François il n'y a pas longtemps sur comprendre la dimension métropolitaine, puisque vous êtes passé de Roubaix-Labelle à la métropole Labelle, et que c'était suite à vous avez été reçu par David Castellan, si j'ai bien compris, qui vous a dit si vous ne vous appeliez pas métropole Labelle, il ne s'occuperait pas de l'objet de votre association. On ne s'en occupe pas quand même. Je sais bien, mais voilà, encore une excuse pour vous dire que vous n'avez pas le bon nom, donc je ne m'occupe pas de vous. Bon. Cependant, ce groupe maintenant existe, Métropole Labelle, et moi je me dis qu'il y a à faire vivre cette dimension métropolitaine. On a entendu Bois-Blanc, moi dans mon quartier à Berkel, ça fait 26 ans qu'on œuvre, l'association s'appelle Berkel Labelle, ça tombe bien. Donc voilà, et parce que notre quartier, le quartier de Berkel, était classé en site pilote du renouvelé il y a 26 ans, et qu'en tant qu'habitant, on s'est dit on veut prendre notre part.
Et on œuvre depuis 26 ans. Donc on a aussi des méthodes, des techniques, on s'appuie énormément sur les artistes, par exemple. On a fait des petits bains issus de Roubaix, etc. Donc je me dis qu'il faut qu'on travaille ensemble cette dimension métropolitaine. Il faut la faire vivre. Et voilà, et je pense qu'il faut monter d'un niveau, parce que là vous êtes dans l'impasse, et je pense qu'il faut évidemment faire du recours contentieux, vraiment là ponctuellement, mais il faut aussi préparer une force nouvelle au niveau de la métropole en parallèle, avec des initiatives qu'il faut, avec des actions qu'il faut aborder, qui soient fortes, qui soient ancrées dans les territoires, que ce soit Blanc, que ce soit ailleurs. Donc mettons-nous ensemble aussi, en même temps que le coup de poing sur la table est à faire. Merci. En fait, je dois dire que je prends la parole en étant quand même un poil, même beaucoup dépité, parce que, en fait, toutes ces histoires sur la rénovation urbaine, ça fait quand même des années. Je veux dire, voilà, ça se décide quand même fin 2020, cette histoire. Et encore avant, il y avait des réunions avec des projets qui sont dessinés sur un coin de table entre techniciens et élus. Avec aussi des postures qui sont parfois mal assumées. Bon, voilà, par exemple, j'entends la question de la décroissance urbaine. Oui, non, mais moi je vais être moins. Je vais prendre moins de gants que toi, Thierry. C'est un prétexte. Hein. Et d'ailleurs, l'exemple parfait de tout ça, c'est les tampons. Alors qui me fait mourir de rire. Parce que, en soi, bon, je veux dire, il n'y aurait pas grand-chose à dire sur les tampons, mais je veux dire, pour le coup, on démolit quand même 2 tours, on démolit un foyer à Thomas, où il y a des populations qui sont quand même assez très très précaires, qui sont maltraitées déjà dans le logement, et qui en plus de ça vont être maltraitées dans le cadre de leur délogement, et tout ça avec l'indifférence générale quelque part. Et le truc, c'est qu'on dit on va déloger toutes ces personnes parce qu'on veut dédensifier la ville, on veut la faire respirer. Et dans le même temps, à l'époque en 2021, ils posaient une demande, un appel à projet, un appel à candidature pour faire de la gestion transitoire sur certains grands espaces qui avaient été libérés dans le cadre de l'ANRU 1. Alors, je suis un peu malicieux, j'ai posé la question à la chef de projet politique de la ville de l'époque. Transitoire, ça veut dire transitoire, donc c'est temporaire. Donc qu'est-ce qui va se passer après? Et elle me dit, je vous renseigne, et elle me dit, ces grandes parcelles, ce sont des réserves foncières. C'est rigolo, c'est quoi une réserve foncière? Je ne suis pas urbaniste. En fait, ça veut dire qu'une réserve foncière, ça veut dire que c'est quelque chose qui est disponible, et peut-être que dans 10 ans, peut-être que dans 15 ans, il va y avoir un projet. Alors ça peut être une école, ça peut être autre chose, voilà, je dis n'importe quoi, je donne des exemples, mais ça peut être un gros lotissement. Et du coup, ce qui se passe, c'est que 2023, il n'y a pas beaucoup de réunions publiques, puis la Fabrique des quartiers ne répond quasiment pas aux prises, aux interpellations. Réunion pour aménager le mail Bram qui est juste à côté. Je dis, mais en fait, quelque part on dit qu'on veut verdir, qu'on veut aérer. Pourquoi il y a des réserves foncières du coup? Bon, alors on fait un petit sourire gêné, pas de réponse. Et donc, très, très franchement, pour moi, c'est un prétexte. Et du coup, ça permet de rebondir sur un autre propos qui a été dit un peu avant, de M. Hosquet. Oui, en fait, il y a une logique de peuplement. Et c'est assumé, ça, par contre. Je veux dire, même dans les études d'impact au sujet du projet de l'ALBA, c'est assumé. Je veux dire, on démolit une offre de logement, on en reconstitue une partie avec des loyers plus élevés. Bon, voilà. Je veux dire, quand on sait aligner trois points d'une démonstration, on se rend compte qu'il y a aussi une volonté, quelque part, d'avoir un changement dans le cadre du peuplement d'un quartier. Alors, évidemment, c'est sûr que par rapport à ce qui va être construit dans le cadre des projets en rue, c'est pas... je veux dire, ce sera pas un remplacement intégral. Mais en fait, dans les faits, il y a clairement une volonté de faire disparaître les habitants qui sont là depuis des années du quartier de la. Et c'est pareil pour le Peul, et c'est pareil pour le Pi, et pour les 3 ponts aussi un peu. Et au fond, il y a quand même cette logique-là, cette malice-là de vouloir faire tout ça, sans se concerter avec les habitants.
pour faire les choses quelque part un peu contre eux, en fait, parce qu'ils se rendent compte que s'ils devaient parler aux habitants et qu'ils devaient dire franchement ce qu'ils voulaient porter dans les quartiers, ils savent qu'il y aurait une contestation. Et voilà, ça aussi, c'est un autre point important dans le cadre de l'ANRU 2, enfin dans le cadre du PRU, c'est que ceux qui ne voulaient pas voir à l'ALMA, à l'EPEL, au PIL, au Trabant, c'était une table de quartier comme il y a pu exister dans le cadre du PMRK de PIL. Et d'ailleurs, ils sont allés tellement loin dans ce délire-là, c'est que finalement, il n'y a pas eu beaucoup d'informations des habitants. Je veux dire, bon voilà, je me trompe peut-être pas, Florian, en disant que tu as quand même été informé sur le tas, et en même temps, je pense que c'était un peu voulu. En plus de ça, ils vont tellement loin dans leur délire, c'est que, quelque part, même des acquis qui ont pu être ceux de la table de quartier dans le cadre du PIL, ils ne les ont pas appliqués pour l'ANRU 2 dans le même quartier. Alors, juste une dernière anecdote, je conclurai avec ça, pour illustrer mon propos. Réunion publique en 2021, une dame apprend que son logement est concerné par le NPRU, dans le PIL. On lui dit, elle dit, moi j'ai très peur de ne pas être assez indemnisée pour me racheter une autre maison, même dans le quartier. Et ce que lui dit Maxime Répic à l'époque, qui apparemment a un sens de la valeur de l'argent qui est très... qui est impénétrable, il vient lui dire Madame, je ne vais pas m'avancer sur votre cas. Mais vous allez, si vous êtes délogé, si vous êtes concerné, eh bien vous serez éventuellement délogé, on va négocier, puis au pire ça va être une expropriation, vous serez indemnisé. Et il se trouve qu'au sein des participants de la réunion, il y a des représentants de la Fabrique des quartiers qui vendent des maisons qui ont été réhabilitées dans le cadre du PMRK, c'est-à-dire en rue 1, dans le quartier du PIL. Peut-être que vous allez devoir vous réendetter de 20 000 € pour vous acheter cette maison. Alors, pour moi qui étais à la table de quartier, on a quand même bataillé beaucoup pour obtenir ce qu'on appelle une opération blanche, c'est-à-dire on a réhabilité des maisons dans le cadre du PMRCAD, on déloge des gens dans le cadre du PMRCAD, s'ils perdent leur maison en tant que propriétaire, qu'ils puissent être relogés dans une maison réhabilitée, ce qui se tiendrait, c'est raisonnable. Et bien finalement ça n'existe plus. Et donc, finalement, c'est quand même cette question-là, de façon plus large, sur la question de la démocratie participative, c'est qu'au fond, moi je veux dire, pour moi, c'est pas... je veux dire, c'est plus que du mépris, c'est de la perversité. Et ça c'est très grave. Oui, moi je voulais dire à la représentante de l'ARO qu'elle a de très bonnes lectures. Vraiment de très bonnes lectures, parce que moi qui ai une certaine nostalgie à l'île, j'ai vécu avec ma voisine un tout petit bout de l'histoire de l'Allemagne. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours en tête que ce qui a fait la force du projet de l'Allemagne dans les années 77, 80, 85, 90, c'est une conjonction tout à fait exceptionnelle et qui a été une véritable force de frappe qui associait des élus, je dis des élus, pas tous, des élus qui étaient peut-être marginaux par rapport à l'institution municipale, mais ils étaient effectivement bien présents. Des professionnels et surtout des habitants organisés à travers la rue, dans le cadre d'un rapport de force permanent, avec effectivement du côté de l'État, du côté un peu de la MEL, c'était pas encore la MEL à l'époque, mais du côté de l'État et du côté, disons, des institutions, une écoute basée justement sur un rapport de force qu'il avait fallu gagner. Ce type de scénario, enfin c'est un mauvais mot, ce type de dispositif, de configuration est parfaitement possible aujourd'hui et demain. Force de constater que, malgré tout, c'est pas simple,
On parlait tout à l'heure, et plusieurs des intervenants ont évoqué l'ANRU. L'ANRU peut faire tous les règlements qu'il veut. C'est devenu une machine administrative, un guichet, point à la ligne. C'est pas le plan de construction des années 70. Donc, il y a cette réalité-là. Il y a aussi le fait que les politiques de rénovation urbaine est un moyen très simple, non avoué, d'exporter ailleurs des populations que l'on ne veut plus accueillir et accompagner. Voilà la réalité. Pour le reste, merci à ceux qui se battent pour le patrimoine petit, moyen, grand de cette ville et de la métropole, au sens large du terme. Vraiment, chapeau. Et moi, ce soir, c'était une réunion passionnante de ce point de vue. Et il faut continuer à vous battre vraiment le plus fortement possible. Pour les gens qui vont s'en aller, pensez, si vous voulez bien, à noter vos coordonnées sur le cahier, qu'on puisse vous tenir au courant des suites, et peut-être vous viendrez renforcer les rangs de ceux qui vont essayer ou qui essaient déjà de faire quelque chose. Voilà, et ceux qui veulent, il y a des bulletins d'adhésion de Urbanistes Hauts-de-France sur les... Voilà, et je pense qu'il y a la même chose pour l'association Métropole Label. En tout cas, pour la robe, vous pouvez prendre toutes les cartes et les brochures et les livres gratuits que j'ai ramenés. Donc des brochures de la robe, qui a un site très bien fait d'ailleurs, donc n'hésitez pas, des bulletins d'inscription pour adhérer à Métropole Label, des bulletins d'inscription pour adhérer à Urbanistes Hauts-de-France. Laissez vos coordonnées, vous n'êtes pas obligé d'adhérer. Je rappelle, l'association Urbanistes Hauts-de-France accueille les urbanistes, mais aussi les professionnels de la ville. Donc, pas forcément que urbanistes. Et je donne donc la parole, et vous aurez la lourde charge quelque part de conclure, mais je crois que j'avais promis aussi de donner la parole à Thierry. La grande erreur. Oui, bonjour. Je suis Philippe Gautret. Je voulais répondre à madame qui est juste devant, mais je vais commencer par dire deux mots par rapport à ce que vous venez de dire à l'instant, sur l'idée de tirer vers une population qui n'est pas désirée. Sur l'association de l'air que préside ma voisine qui est intervenue tout à l'heure, on a un exemple typique de ça par rapport aux 351 logements initiaux qui sont de type PLAI, ne seraient conservés que de 60 à 90, ça dépend si on fait le calcul côté manifestant ou côté police. Mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'on vire grosso modo 3 quarts des gens qui ont les revenus les plus faibles. Bon, c'est pour ouvrir une petite parenthèse par rapport à votre remarque. Par rapport à madame, vous appuyez à quelque chose de plus gros, plus costaud, etc. Alors, pour information, il y a une nouvelle association qui s'est créée au sein de la MEL, qui s'appelle, au sein de la métropole lilloise, qui s'appelle Haute-MEL, qui vise à fédérer l'ensemble des luttes de type urbaine au sein de toute la métropole. Donc là, actuellement, on a à peu près une quinzaine d'associations qui se sont rassemblées, associations, collectifs, etc., au sein de cette nouvelle association. Et donc, elle est toute récente, les statuts ont été déposés, c'est passé au journal officiel il y a quelques semaines, et on aura une manifestation publique pour présenter l'association d'ici peu, et ça sera le vendredi 30 juin, juste devant la MEL, voilà, donc à 16h15. Pourquoi ce vendredi-là? C'est parce qu'il y a un conseil métropolitain qui a lieu à 17h. Voilà, donc on en profite à cette occasion. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, vous êtes les bienvenus pour manifester avec nous, et puis aussi pour nous rejoindre si vous souhaitez adhérer. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore de site internet, mais on a par contre une adresse mail qui est donc hotmail, AUTMEL, @hotmail, .com. Donc ça permet de couper la boucle par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure.
C'est haute. C'est l'abréviation de haute, une autre mail. Voilà. Haute mail, bon, ça fait un peu patoisant, mais haute mail. Donc on a joué sur. Donc c'est vraiment, oui, je ne sais pas si tout le monde a entendu, l'idée c'est vraiment de fédérer, mutualiser les luttes. On n'est pas là pour remplacer les luttes au niveau local, mais c'est pour mettre en commun nos ressources juridiques, etc. Voilà.